Salut tout le monde! Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de me prêter à l'exercice de vous lire un passage de livre. J'en dis pas plus, je pense pas que ça dépassera les 5-6 minutes. Euh, et puis je vous présenterai quel livre c'est. C'était pour moi important de lire ce passage et ce livre, quoi. Je me lance. Différente en cela de l'art, la science est authentiquement progressive. Les réalisations dans le domaine de la recherche et de la technologie sont cumulatives. Chaque génération commence au point où la précédente s'est arrêtée. En outre, les résultats de la recherche désintéressée ont été appliqués d'une façon telle que les classes supérieures et moyennes supérieures de toutes les sociétés industrialisées se sont vues devenir de plus en plus riches. Il fallait donc s'attendre que les penseurs professionnels de l'Occident, qui provenaient tous de ces classes sociales et que leur éducation avait familiarisé avec les méthodes et les réalisations de la science, eussent extrapolé les tendances progressives de la technologie et fondé sur elles une théorie générale de la vie humaine. Le monde, affirmait-il, devenait constamment meilleur matériellement, intellectuellement et moralement, et cette amélioration était en quelque sorte inévitable et inhérente à la nature même des choses. La théorie du progrès, théorie qui était devenue un dogme et presque une vérité, un axiome de la pensée populaire, était devenue nouvellement, et du point de vue chrétien orthodoxe, hérétique. Pour l'orthodoxie, l'homme était un être déchu, et l'humanité, si tant est qu'elle ne se détériorera, était statistiquement mauvaise, d'un mal que la grâce seule, avec la coopération du libre arbitre de chaque individu, pouvait mitiger. Premier passage, je m'arrête là. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette théorie du progrès, qui porte beaucoup d'éléments de notre culture, dans notre société, repose sur le fait qu'il y a des gens qui ont extrapolé des choses liées à un pan de la pensée, donc la recherche, et ils se sont dit, bah, ça marche pareil pour tout. Et donc, on court vers un avenir qui est censé être meilleur. Mais ça n'est que un biais de pensée d'une certaine population qui a influé une culture générale, et il y avait d'autres modes de pensée, justement, quand il parle de l'orthodoxie. Je continue. La croyance au progrès général est fondée sur le désir pris comme une réalité, selon lequel on peut obtenir quelque chose pour rien. Son postulat sous-jacent, c'est que les gains dans un domaine n'ont pas à être achetés au prix de pertes dans d'autres domaines. Donc là, on rejoint vraiment cette logique de progrès, dans le sens où on va faire avancer la société et on va continuer à extraire énormément de matériaux de la planète, on va continuer à polluer, enfin il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, on a besoin de ça pour pouvoir continuer à progresser dans notre société. Si on en revient à une pensée plus ancienne, donc par exemple pour les anciens Grecs, la hubris, ou insolence outrecuidante, qu'elle fût dirigée contre les dieux ou contre ses semblables ou contre la nature, devait nécessairement être suivie tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, par le némésis vengeresse. Intéressant ici parce que du coup, cette pensée grecque rejoint pas mal la pensée qu'il peut y avoir en Orient autour du karma. L'idée de se dire que forcément, si on fait quelque chose, un mouvement dans un sens, on va toujours avoir des retours dans un autre sens. Les dogmatistes du progrès s'imaginent qu'ils peuvent être insolents avec impunité. Et leur foi est si forte qu'elle a pu survivre à 2 guerres mondiales, à plusieurs révolutions d'une sauvagerie presque sans précédent, et qu'elle demeure florissante en dépit du totalitarisme, du renouveau de l'esclavage, des camps de concentration, des bombardements à saturation et des projectiles atomiques. Ça, c'est très intéressant, parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur nos planètes, en effet, cette espèce de biais de théorie du progrès est toujours là, et vous découvrirez pourquoi c'est intéressant l'extrait là. La croyance au progrès a affecté la vie politique contemporaine en revivifiant et en popularisant, sous une forme à la page et pseudo-scientifique, l'ancien apocalypse judaïque et chrétien. Donc un destin splendide attend l'humanité, un âge d'or à venir, dans lequel des appareils perfectionnés, des plans économiques plus grandioses, des institutions sociales plus complexes auront d'une façon ou d'une autre créé une race d'humains plus vertueux et plus intelligents. La fin ultime de l'homme n'est pas, comme l'ont toujours affirmé tous les maîtres de la spiritualité, dans le maintenant intemporel et éternel, donc c'est un peu ce qu'on appelle maintenant l'instant présent, mais dans l'avenir utopique et non trop éloigné. Afin d'actualiser cette fin ultime temporelle, les masses doivent accepter
et leurs dirigeants ne doivent éprouver aucun scrupule à imposer n'importe quelle quantité de souffrance et de mal moral dans le présent. Il est éminemment significatif que tous les dictateurs modernes, qu'ils soient de droite ou de gauche, parlent sans cesse de l'avenir doré et justifient les actes les plus atroces, ici même et maintenant, sous prétexte que de tels actes sont des moyens en vue de cette fin splendide. Nous voyons donc que le progrès scientifique et technologique a produit une croyance sans borne à l'avenir, comme une chose nécessairement meilleure que le passé ou le présent. Mais la seule chose que nous connaissions au sujet de l'avenir, c'est que nous sommes profondément ignorants de ce qui va advenir, et que ce qui arrive effectivement est en général fort différent de ce que nous avions prévu. En conséquence, toute foi fondée sur ce qui est censé devoir se produire dans un avenir lointain doit toujours et nécessairement manquer désespérément de réalisme. Mais agir d'après des croyances non réalistes est généralement funeste. Dans la pratique, la foi en le progrès de l'humanité vers un avenir postulé plus grand et meilleur que le présent est l'un des ennemis les plus puissants de la liberté, de la paix, de la morale et des convenances communes. Car comme l'a fait voir nettement l'histoire récente, les gouvernants se sentent fondés, en vertu de ce qu'ils croient savoir de l'avenir, à imposer les tyrannies les plus monstrueuses et à engager les guerres les plus destructrices, au nom des fruits entièrement hypothétiques que ces tyrannies et ces guerres doivent, Dieu sait pourquoi, produire quelques jours, mettons au XXIe ou XXIIe siècle. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce livre, c'est Les portes de la perception de Aldous Huxley, et que ce monsieur a écrit ce livre en 1954, et que comme beaucoup de livres qui ont été écrits autour des années 70, ou même du coup autour des années 60, 50, 30, on est complètement encore d'actualité. Le deuxième point que je trouve vraiment fascinant sur ce passage, et vous verrez dans le livre, Aldous Huxley traite vraiment de choses qui sont très 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 larges. Il était connu à l'époque parce que le début du livre en fait traite du fait que Aldous Huxley a pris de la mescaline et du coup raconte son expérience sous drogue, qui s'apparente à une expérience spirituelle assez profonde. Mais en fait, la suite de son livre traite de choses qui n'ont pas rien à voir, mais qui ne sont pas du tout centrées sur la consommation de drogue, qui sont vraiment plus sur des réflexions spirituelles, sociétales et philosophiques. Et donc ce que je trouve fascinant, c'est la lecture qu'il a de ce monde en 54 était très très claire par rapport à ce qu'on voit là. Quand il parle du renouveau du contrôle des populations, du totalitarisme et même du contrôle sur la pensée, on peut voir un peu du côté du gouvernement chinois, par exemple, comment ils sont en train de se développer, ou tout plein de choses qui sont en train de se mettre en place avec les grosses entreprises sur la planète, et que la guerre n'est pas forcément une guerre qui est, comme l'était à l'époque, une guerre vraiment physique avec des bombes et des choses comme ça. Les bombes, maintenant, sont des bombes qui sont mentales et intellectuelles, en fait. Il y a une vraie volonté de trouver des axes de contrôle des populations intellectuelles. Et donc, là où je voulais en venir vraiment par rapport à ce passage, c'est vraiment sur cette théorie du progrès, qui, comme on le voit bien, ne vient de rien de vraiment scientifique précisément. C'est une influence d'une certaine population qui était aisée, voire très riche, qui se disait que comme ça marchait dans la science, ça marchait pareil pour tout le reste, et que du coup la vie était comme ça. Et du coup ils ont créé une croyance populaire qui est galérer tout le monde, galérer bien, pour qu'on puisse aller vers un avenir qui sera meilleur, et faites-nous confiance, vous verrez, l'avenir sera meilleur. Et que même ces leviers-là de langage et ces leviers politiques soient encore utilisés par des hommes politiques pour dire non, mais faites-nous confiance, allez, on y va, ça sera mieux après. Et des dirigeants d'entreprise fonctionnent de la même manière encore maintenant quand ils veulent réécrire un petit peu leurs valeurs, leurs principes et les idées d'avenir pour leur entreprise, vont écrire des lignes stratégiques dans lesquelles ils vont dire aux autres, voilà, on va passer par une phase de transition, de transformation, mais vous inquiétez pas, ça sera pour un avenir meilleur, et l'avenir meilleur, il ressemblera à ça, et il y aura plus de croissance, il y aura plus de trucs trop cool, plus de machin. Voilà, et ça marche pareil pour tout. Donc, c'est pas du tout dans une volonté dépressive ou triste que je voulais partager ce passage, c'est plus dans une volonté de conscience, de se dire que
Si jamais on est vraiment ancré dans cette théorie du progrès à l'intérieur de nous, on se dit ah, faut qu'on galère maintenant pour que ça sera mieux après, euh, ça vient peut-être de ce biais culturel-là, donc ça vaut le coup de le remettre en question pour pouvoir justement se libérer de cette emprise de culture et se réapproprier en fait ce qu'on a vraiment envie de construire au quotidien. Euh, je ferai une analogie qui est très simplifiante, peut-être même trop, mais par exemple, la culture qu'on peut avoir en Occident en termes d'entretien du corps physique, donc l'exercice, le sport, euh, d'une manière assez globale, on reste quand même persuadé qu'il faut souffrir pour pouvoir être beau, qu'il faut souffrir pour pouvoir être en forme. Dans d'autres cultures, comme la culture plus orientale, avec des pratiques comme le yoga ou d'autres types de pratiques physiques, la danse ou quoi que ce soit, on n'est pas forcément obligé de choquer le corps et de le faire souffrir pour que demain il soit dans un idéal de santé ou dans un idéal d'esthétique. On peut pratiquer un petit peu tous les jours, pas à pas, et en final, on y arrive. Le côté sois pas feignant, il faut que tu cravaches pour pouvoir avancer et tous ces trucs-là, ça ne sert personne. On pourrait faire beaucoup moins et on pourrait être très bien comme ça ensemble en société aussi. C'est juste que ça serait complètement différent. Voilà, donc pour ceux qui ont suivi jusqu'à ces 11 minutes 35 de vidéo, et ben, en tout cas j'espère que ça vous a apporté 2-3 billes de réflexion. Le bouquin, c'est Aldous Huxley, Les portes de la perception, que j'avais déjà lu avant quand j'étais plus jeune et j'en avais pas capté la moitié. Et là maintenant, je commence à recapter des trucs. Il est très très fort, ce monsieur. N'hésitez pas à me dire aussi si jamais vous aimez bien en fait cette espèce de lecture audio. Moi, je m'amuse, c'est dimanche, voilà. Parce que du coup, j'aime bien lire à haute voix aussi. C'est plutôt un exercice sympa. Et voilà. Je vais finir en lisant la suite du passage. Donc, si vous voulez arrêter là, vous pouvez. Et sinon, vous allez voir, c'est assez cool aussi la suite. Et puis après, vous pourrez prendre vous-même le livre. Et je pourrais vous le prêter aussi. Le dogme du progrès n'est nullement la seule conséquence intellectuelle de l'avance scientifique et technologique. En théorie, la science pure est la réduction de la diversité à l'identité. En pratique, la recherche scientifique procède par simplification. Ces habitudes de la pensée et de l'action scientifique ont été, dans une certaine mesure, transportées dans la théorie et la pratique de la politique contemporaine. Là où une autorité centralisée entreprend de faire des plans pour une société tout entière, elle est contrainte, par l'étourdissante complexité des faits donnés, de suivre l'exemple du travailleur en laboratoire qui simplifie arbitrairement son problème afin de le rendre traitable. Scientifiquement, c'est là un processus raisonnable et qui se justifie entièrement, scientifiquement. Mais quand on l'applique aux problèmes de la société humaine, le processus de simplification est inévitablement un processus de restriction et d'enrégimentement, de diminution de liberté et de déni du droit individuel. Cette réduction de la diversité humaine à une identité quasi militaire s'effectue au moyen de la propagande, de la législation répressive et au besoin par la force brutale. Philosophiquement, on tient pour respectable cet écrasement de particularités individuelles parce qu'il est analogue à ce que font les hommes de science lorsqu'ils simplifient arbitrairement une réalité d'une complexité impossible, afin de rendre la nature compréhensible dans le langage de quelques lois générales. Une société hautement organisée et enrégimentée, dont les membres manifestent un minimum de particularités personnelles et dont la conduite est gouvernée par un plan magistral unique imposé d'en haut, donne aux auteurs du plan, et même, tel est le pouvoir de la propagande à ceux qui le subissent, la sensation qu'elle est plus scientifique et partant meilleure qu'une société d'individus indépendants, coopérant librement et se gouvernant eux-mêmes. Là, on est dans un truc complètement d'actualité alors que c'est écrit en 54. On est en train de parler de la manière dont les pays font politique, de la manière dont on fait politique en général, en essayant de prendre la chose d'une manière complètement globale et de vouloir généraliser les choses. Et le problème, c'est que du coup, on en oublie l'individualité de chacun, mais on se retrouve à devoir, comme il le dit là très bien, forcer les individualités à se rapprocher et à être quasiment pareilles. Donc si j'extrapole le truc au maximum, si on fait des clones, que tout le monde a envie des mêmes choses et que tout le monde va dans le même sens et achète les mêmes trucs et est content
pour les mêmes choses, et ben du coup, on peut arriver à gouverner énormément de personnes, mais c'est quasiment obligé de fonctionner comme ça, dans cette pensée-là, parce que dans une situation qui est trop complexe, on a besoin de simplifier les choses pour pouvoir y traiter. Par exemple, en restant à ce niveau de complexité-là avec son livre, il n'est pas facile à lire et il n'est pas facile non plus à partager comme je suis en train de le faire là, vu que ça fait déjà 15 minutes. Mais il y a besoin de rentrer dans cette complexité pour pouvoir déconstruire des choses qui sont vraiment emprisonnantes. Quand il dit de devoir être répressif et de devoir réduire la diversité humaine à une identité quasi militaire, on en revient vraiment à ce qui est en train de se passer avec le numérique, de se dire on donne les mêmes applications à tout le monde pour que tout le monde ait les mêmes usages par rapport aux mêmes besoins, et vu que tout le monde fonctionnera pareil, et ben du coup on pourra beaucoup plus facilement contrôler tout ça. Si demain tout le monde construit sa maison sur les mêmes modèles que tout le monde voit sur Pinterest, et que si demain tout le monde va acheter ses affaires dans des endroits comme Ikea et que du coup tout le monde a quasiment le même espace, on se retrouve à être tous alignés. Et on en perd la profondeur de ce qu'est l'être humain, la diversité et la vie, quoi. C'est comme pour l'écrasement de la biodiversité. Si on perd de la biodiversité, on n'a plus d'inspiration en fait, de vie pour qu'elle puisse continuer à évoluer. Et ben nous, dans nos têtes, c'est la même chose. Si jamais on écrase ça et qu'on perd cette diversité-là, on perd toute la richesse de la vie, en fait, de l'être humain, quoi. Toute la beauté, justement, de l'être humain. Et je m'arrêterai là, du coup, je vous laisserai lire la suite, mais moi, ça m'a plutôt touché, en fait, un petit peu tout ça, dans le bon sens, parce que du coup, j'en reviens au dernier passage, qui était que, dans le biais de la théorie du progrès, et de la généralisation, de la simplification, parce que c'est trop complexe à gérer, tant qu'on fera comme ça, on restera dans une société qui va réduire la diversité et qui va nous aligner tous. On a défini que c'était meilleur qu'un autre type de société, qui est une société d'individus indépendants, coopérant librement et se gouvernant eux-mêmes. Mais c'est tous ce qu'on a eu dans notre culture à nous, et c'est pour ça qu'on reste bien ancré dans les modèles démocratiques qui sont là, et c'est pour ça aussi qu'il commence à y avoir une compréhension globale de, en fait, les modèles, ils tiennent sur rien, parce qu'en effet, les modèles ne tiennent sur rien. Et c'est totalement envisageable de réfléchir à mettre en place d'autres modèles, qui sont des sociétés d'individus indépendants, et donc une diversité de manières de penser, de manières de vivre, de manières de voir les choses, qui coopèrent librement, c'est-à-dire on ne va pas les forcer à faire des choses ensemble, juste parce qu'il faut qu'ils aient un salaire dans une entreprise, ou juste parce qu'il faut qu'ils développent quelque chose de spécifique qu'on leur a dit de faire, mais ils coopèrent librement, ça veut dire qu'ils vont se rassembler à la manière qu'ils ont envie, pour faire avancer des choses pour qu'ils puissent vivre, et qui se gouvernent eux-mêmes, parce que, voilà, s'il y a 150 individus dans un village à gauche et 150 individus dans un village à droite, et que ces deux villages savent l'un l'autre qu'ils existent, mais qu'ils n'ont pas les mêmes règles, les mêmes lois, la même manière de voir les choses, et Inch'Allah, chacun va dans son village qui lui correspond, et si il veut ouvrir un autre village, il va dans un autre village. Voilà, là j'extrapole un petit peu sur des réflexions personnelles que j'ai en ce moment. Voilà, j'ai fini l'exercice, c'était peut-être un peu long, mais bon, je publie quand même, de toute manière, vu ou pas vu, ça fait mon petit exercice. Voilà, Adios clé et porte de la perception, je vous conseille, c'est charmé. Bye bye.